Avant que cette vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous rendre sur le Tipeee et le Utip. Vous pourrez ainsi soutenir le projet SNK France gratuitement. Sachez que ça aide vraiment beaucoup le projet. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Salut les squads, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter avec l'aide de l'équipe d'SNK France la review du scan 120-121. Et oui, aujourd'hui je ne serai pas le seul dans cette vidéo. D'ailleurs, je ne serai même principalement pas dans cette vidéo. Aujourd'hui, c'est l'équipe d'SNK France, oui, car SNK France est une chaîne communautaire. Donc, du coup, je vais vous présenter l'équipe qui sera dans cette vidéo. Il y a tout d'abord Missbot, alias Missa. Bonjour à tous. Merci à toi de participer à cette vidéo. Et nous accueillons aujourd'hui Professeur Majax de la chaîne Vogue Teacher. Bonjour à tous. Sans oublier Caporal Chef Levi Sama qui nous fait le plaisir de participer à cette vidéo. Salut à tous. Comme vous pouvez le voir, nous sommes nombreux à cette vidéo et nous avons décidé de vous faire la review du scan 120 et 121. Donc n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire et surtout restez jusqu'à la fin de la vidéo car à la fin de celle-ci, nous allons approfondir certaines choses en ce qui concerne le scan. Aussi en ce qui concerne le résultat du concours ADN et du tome 1 de Burst of Levi, le tirage au sort aura lieu dans cette même vidéo dans le générique de fin. Quoi qu'il arrive, moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. En premier temps, nous trouvons Eren et Sieg ensemble sur Mars, ce qui nous signifie que c'est un flashback. Eren ne rattrape pas la banne lancée par Sieg, qui devait signifier leur accord sur le plan de Sieg qu'il s'agit de l'euthanasie des Eldiens. Eren prétexte qu'elle lui a échappé, mais vous allez voir que c'est bien plus que ça. Ensuite, nous retournons entre les 4 murs, là où les titans contrôlés par Sieg déciment l'armée Mars sur place. Mikasa et Armin combattant toujours le titan charrette, le titan fumant de Falco, prêt à faire sortir le nouveau possesseur du mâchoire, le titan cuirassé tendant la main vers le corps décapité d'Eren, et enfin, les têtes choquées de Jean et Connie apercevant la scène. Puis enfin, on voit du point de vue de Gabi, la tête de Eren tombée dans la main de son frère. À ce moment-là, des souvenirs surgissent. Angie, Sacha et Connie, Armin et Mikasa lors du premier épisode, un dirigeable, Levi, des oiseaux, Falco, Annie, Frida Reis, Historia, l'ancienne escouade Levi, Grisha prêt à transformer Eren et enfin la clé de la cave et des souvenirs venant des prédécesseurs. Puis enfin Eren debout devant l'axe. Dans son dos, Sieg attaché comme un esclave. Il semble avoir vieilli et a des longs cheveux comme son petit frère Eren. Sieg et Eren commencent à parler. Puis vient la question du temps passé par Sieg dans cet endroit. Celui-ci répond qu'il n'en sait rien. Il a réussi à toucher Eren avant qu'il ne soit mort. Est-ce la fin de vie de notre protagoniste? Sûrement. Je ne sais pas, je préfère attendre la suite pour être sûr. Les deux viennent d'obtenir le pouvoir du fondateur. Ymir Fritz apparaît enfin. Sieg raconte que c'est elle qui a reconstruit son corps avec de la terre et se demande si ce n'est pas elle qui est la créatrice des titans depuis le début. Vient enfin le moment où Sieg demande à Eren d'accomplir le plan d'euthanasie des Eldiens. Et le moment est venu pour Eren révéler ses réelles intentions. Il trahit Sieg, pensant que celui-ci resterait enchaîné. Eren demande à Ymir de prêter son pouvoir. Ymir passe à côté de lui. Le revirement de situation arrive. Sieg et Eren plongent dans les souvenirs de Grisha quand Eren était petit. Sieg essaye de faire changer d'avis Eren en disant que son père l'a manipulé et qu'il a recréé une famille comme si de rien n'était. Dans un autre souvenir, Grisha rend visite à un de ses patients. Sieg dit que Grisha fait cela pour se rapprocher du pouvoir et donc de l'originel. Eren dit que Grisha n'est qu'une sale raclure, qu'il est prêt à sacrifier sa famille pour le renouveau d'Eldia. Eren dit qu'il avait tout faux et qu'il n'aurait jamais dû venir au monde. Puis dans un autre souvenir, Grisha va ensuite à la chapelle des Reis, et ce des années avant qu'il n'y vienne massacrer la famille Reis. Il rentre chez lui comme si de rien n'était et il fait un câlin à Eren, qui était à ce moment-là bébé. Nous voilà ensuite dans la fameuse cave. Grisha est en train de dormir sur un livre qu'il est en train d'écrire. C'est alors qu'il prononce le nom de Sieg, tout en somnolent. Puis, il regarde le vrai Sieg et s'exclame. Il se demande s'il est vraiment là, mais il finit par se résigner. Il pense qu'il a dû rêver. Sieg se penche sur le livre que Grisha est en train d'écrire. Il est surpris. Il vient de comprendre que Grisha ne l'a pas oublié. Il a certainement vu la photo où l'on voit Sieg, Dina, Grisha, Anna. Puis, Eren passe au souvenir suivant. Durant le scan 120, nous observons Sieg essayer de faire changer le point de vue d'Eren en montrant le lavage de cerveau qu'Eren aurait dû subir par son père. Or, surprise, les souvenirs révèlent complètement l'inverse. Le scan 121
prend place encore dans les souvenirs d'Eren. Après pas mal de souvenirs, Sieg comprend que leur père n'a pas exercé de conditionnement sur son petit frère et se questionne alors sur la trahison d'Eren. Il peut ressentir sa peine et son incompréhension face à son frère qu'il pensait le suivre dans son idéologie. Nous voyons aussi une phrase très intéressante venant d'Eren. Si quelqu'un menace ma liberté, je prends les devants et lui arrache la sienne. Cette phrase décrit un trait de sa personnalité qui le caractérise parfaitement, mais surtout montre que ni Sieg ni personne ne fera changer d'avis Eren. Eren dit enfin la vérité sur son frère. C'est un homme portant une rancœur sur son paternel qui a décidé alors de ne pas suivre la voie de son père. Et c'est d'ailleurs qu'à partir du rejet des idées de celui-ci que Sieg a compris les dangers de la race eldienne. Nous arrivons alors vers les scènes des premiers chapitres où Eren se projette de faire partie du bataillon d'exploration et on peut apercevoir que ses paroles impactent directement Grisha. Il fait comprendre alors qu'il doit perpétuer son idéologie. On les voit alors se diriger vers la cachette d'Erase pour demander à Freyda de tuer les titans. On sent le désespoir du père, la peur qu'il éprouve pour sa femme et son fils. Nous voyons alors un point de vue radical venant de Freyda qui accepte que le peuple d'Eldian se fasse exterminer par les titans. Un point de vue qui ressemble à peu près à Sieg, sauf que la mort des Eldiennes ici est violente. On peut éprouver de la colère face à la décision de Freyda et on comprend alors que le plan de Sieg est peut-être la plus pacifiste. Grisha explique à l'égard des flashbacks qu'on a eu de cette scène avant la spécificité du titan assaillant. Il peut connaître l'avenir grâce à son successeur. Coup de théâtre, nous lecteurs sommes abasourdis. Le père d'Eren et Sieg, déterminé à voir le titan originel, doit massacrer la famille Race mais refuse de le faire parce qu'il a des principes. Puis soudain, Eren parle ou plutôt crie à Grisha de le faire. On comprend alors que c'est en réalité Eren le véritable assassin ici. On peut même se demander alors si Eren n'aurait pas déjà influencé le passé avant, que ce soit pour Grisha, mais pour ceux avant le paternel. Ça peut avoir du sens, surtout quand Grucker parle d'Eren et compagnie, alors qu'ils n'existaient même pas. La suite on la connaît. Grisha massacre la famille, obtient l'original et laisse un seul Race en vie. Grisha, après le carnage rempli de culpabilité, demande de voir ce qui va se passer, si c'est bien l'unique solution. Il explique alors à Sieg que son plan ne se réalisera pas et qu'Eren doit être arrêté. On peut penser alors que le plan d'Eren sera le plus violent, celui qui causera le plus de pertes, ce qui a du sens. On voit ici un moment entre un père et son enfant qui ne laisse pas indifférent Sieg. On revient au présent où Sieg et Eren se confrontent. On ressent la trahison de Sieg et sa peine, ainsi que la détermination sans faille d'Eren. Mais les dés sont jetés. Sieg active Ymir pour son plan, vu qu'Eren ne peut pas accéder au pouvoir de l'original. Mais ce n'est pas fini pour Eren. Après avoir détruit ses chaînes, il se jette sur Ymir. On peut imaginer qu'il la tue, si c'est bien sûr possible, ou que les frères se battent. Seul le prochain chapitre peut nous le dire. Ce qui est frappant dans les chapitres 120 et 121, c'est comment Isayama, au travers des révélations et des retournements scénaristiques, reste fidèle à une thématique présente depuis le chapitre 91. La question du regard. Le chapitre 91 était un tour de force car plutôt que de continuer l'histoire d'Eren et des autres, Isayama nous propulsait du côté de l'autre camp de cet ennemi que nous avions appris comme Eren à haïr. Démarche surprenante que celle de suivre les parcours de Falco, Gabi et Reiner 4 ans après la bataille de Shiganshina. En passant de l'autre côté, en nous prenant d'empathie pour les guerriers de Mar, tout devenait plus complexe. Nous comprenions que le bien et le mal étaient des frontières poreuses et malléables, dépendant des points de vue. Eldia n'est pas l'empire de lumière et de civilisation que Grisha et les partisans du renouveau d'Eldia nous vendent, mais un empire oppressif, utilisant la puissance des titans pour soumettre et ôter la liberté aux autres. Mar n'est pas simplement un état totalitaire, mais un état en pleine construction qui, comme n'importe quel état, tente de survivre sur la scène géopolitique, vivant dans la peur du retour d'Eldia. Reiner, Berthold et Annie ne sont pas simplement des méchants criminels génocidaires, mais des enfants soldats terrifiés, broyés par le système militaire. Rien n'est ni blanc, ni noir. Tout est complexe. D'où le sentiment de malaise au chapitre 100 lorsqu'Eren déclenche l'attaque de Ravelio. La question du regard est liée à notre perception du monde. Nous percevons toujours la réalité à partir de notre point de vue, avec nos valeurs et nos espérances. Ainsi, nous ne pouvons percevoir la réalité telle qu'elle est, mais uniquement à partir de nous-mêmes, avec notre histoire, notre culture et notre regard. Pour les Eldiens du mur, les Mars sont des monstres. Pour les Mars, ce sont les Eldiens qui sont des monstres. Chacun a ses raisons légitimes de penser qu'il a raison ou tort. On peut ainsi dire que tout est affaire de point de vue et que le conflit vient justement de la confrontation des points de vue. On peut imposer notre regard à l'autre par la persuasion ou la force. Et c'est justement ce que tente de faire Sig dans le chapitre 120. Dans ce chapitre, Sig, par tendresse pour son frère, tente de le rallier à sa cause plutôt que de le forcer à se soumettre. Il l'entraîne ainsi dans les souvenirs de leur père, pour que lui aussi voie qui est véritablement Grisha. Or, en devenant témoin quasi omniscient, ce voyage mémoriel change la donne. Prisonnier de ses souvenirs, de sa rancune et des témoignages partiels du passé, Sig voit s'étioler ce qu'il pensait savoir de son père. C'est d'autant plus drôle que le lecteur, depuis un certain temps, pouvait avoir une vision assez similaire de Grisha. Les éléments que nous avions nous montraient un militant extrémiste omnubilé par la cause, au point de sacrifier ses deux fils sur l'autel de ses ambitions. Si cela est vrai pour l'un,
On comprend que ce n'est pas le cas pour le deuxième. La confrontation des points de vue n'est pas simplement une confrontation avec l'autre. C'est aussi une confrontation avec le réel. On aimerait souvent que le réel soit comme nous le pensons, car cela est plus confortable et plus facile. Cela nous permet de connaître notre place, de savoir qui l'on est et qui sont les autres, et donc que faire. Or, le réel tend souvent à nous contredire, à nous montrer que notre vision est fausse. La vérité est tyrannique, et nous pouvons soit nous y soumettre, soit nous replier sur nous-mêmes. Or, le regard de Sig ne résiste pas à cette exploration des souvenirs de son père. Grisha a appris et regrette ses décisions passées. Il tente d'être un meilleur mari, un meilleur père, et plus largement un homme meilleur. En se faisant spectateur extérieur presque objectif, plutôt que lecteur d'un témoignage partiel, le regard change. Et dans le 121, quand on revoit le massacre des Wraiths, notre regard change autant que celui de Sig. Nous avons enfin une vision complète de ce qu'il s'est passé à ce moment crucial. Grisha ne peut se résoudre à commettre le massacre. Il cède finalement à la volonté d'Eren, envahi par le désespoir. Il est important de remarquer que c'est la 4e fois que nous voyons cette scène. La première fois à travers les flashs de souvenirs qu'a Eren, nous laissant juste entreapercevoir l'horreur du massacre. Puis, la 2e fois, le récit de Rod confirme l'horreur de la scène. La 3e est très succincte et l'on entend la supplique de Grisha à Frida. Enfin, nous avons finalement la scène au complet. Grisha, comme Frida, refuse de faire couler le sang. Le massacre sera déclenché par l'intervention d'Eren, qui fera ployer la volonté de son père. La confrontation entre Frida et Grisha est d'autant plus intéressante que la première est soumise à une volonté du passé, l'autre à une volonté du futur. D'un côté, Fried s'enfermait dans le passé, de l'autre, Eren dans un futur qu'il doit faire advenir. De là à dire que Frida et Grisha sont les victimes collatérales de deux visions opposées, il n'y a qu'un pas. On notera d'ailleurs la récurrence des vieux dans ces 2 chapitres qui enchaînent les gros plans successifs, chose qui n'est pas étrangère à l'auteur et qui est un des éléments récurrents du manga. Le regard est à la fois vision du monde et fenêtre sur l'âme. Si Sig a échoué à faire partager son point de vue à son frère, c'est le sien qui change radicalement sur son passé. Il faut ajouter qu'Ymir, dans les 2 chapitres, est toujours représentée sans yeux, aveugle, sans regard. Elle est un être sans vision ni volonté, totalement soumise à autrui. Reste à savoir avec tout ça, jusqu'où ira Eren pour imposer sa vision du futur. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager et à me donner votre avis en commentaire. N'hésitez pas également à aller faire un tour sur la chaîne Vogue Teacher afin de lui donner plus de visibilité car il le mérite. N'hésitez pas également à rejoindre les groupes l'Attaque des Titans FR et l'Attaque des Titans Scan Review qui sont 2 groupes présents sur Facebook et avec qui nous sommes associés. Nous travaillons main dans la main avec eux et si vous avez Facebook, franchement rejoignez cette communauté, elle est vraiment sympathique. Tous les liens seront naturellement en description. Une fois de plus, je voudrais remercier les participants de cette vidéo, que ce soit Misa, Majax ou Levi Sama. Merci à vous. Sans oublier les personnes de l'ombre qui sont Misa pour la miniature de cette vidéo, Kurozoki qui fait les miniatures habituelles et Rainer qui sera le monteur de cette vidéo là. Et surtout, quoi qu'il arrive, soyez forts comme la Saiyan.